Gabriele Adinolfi, bonjour. Bonjour. Alors, on a pu voir pendant l'élection présidentielle française un peu tout et n'importe quoi sur à la fois l'Europe, l'Union européenne, ce qu'il faudrait faire avec l'Union européenne, où tout le monde a confondu à la fois l'Europe comme continent, comme civilisation et l'Union européenne. Et on a l'impression qu'en fait, on est un peu coincé dans une seule alternative. Soit c'est le soutien total et le plus, je dirais même irrationnel à l'Union européenne telle qu'elle est à l'heure actuelle, ou soit c'est euh, hors de question d'être même pour l'Europe, où on revient en quelque sorte vraiment aux frontières les plus fermées et on ne veut plus entendre parler d'Europe. Et on a l'impression qu'une voie qui peut être, je ne dis pas pertinente ou intelligente, mais intéressante, celle que, par exemple, qui est faite par Orban en Hongrie ou la Pologne, ou le groupe de Visegrad, on a l'impression que cette ligne qui est de dire on reste au sein de l'Union européenne mais on impose nos choix, elle a du mal à se faire entendre en France. Euh, Peut-être, ou alors c'est une question de surface. Je crois que le vrai problème, c'est l'implosion de la pensée. Nous sommes dans une époque dans laquelle on est habitué par exemple, par les social networks ou enfin pour les ordinateurs, pour le langage binaire, etc., à prendre des raccourcis très, très superficiels. Ce qui fait que tout un ensemble d'éléments de pensée critique qui nous ont précédés historiquement sont pris un peu en vrac et imaginés de manière telle que, je veux dire, telle que c'était celle de primitif quand on a découvert l'Amérique, selon l'image qu'on a, parce qu'en fait, c'était pas comme ça, ils étaient beaucoup plus évolués, Oui. ces soi-disant primitifs, que nous, aujourd'hui, à niveau mental. Alors, je crois que, évidemment, non seulement on ne peut pas faire, déjà il y a l'air énorme, c'est-à-dire d'un côté, on dit, quand on parle d'Europe, c'est forcément cette Europe, quand on parle de France ou d'Italie, c'est forcément une autre France ou une autre Italie, on pourrait renverser la chose et dire, quand on parle de France ou d'Italie, c'est forcément cette France ou cette Italie, quand on parle d'Europe, c'est forcément une autre Europe, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais le vrai problème, c'est que je crois la nécessité de faire vite, de faire simple, de faire, je dis primitif, nous a mené dans un cul-de-sac. Je m'explique. Première cul-de-sac, c'est le fait, admettons, le Front National a pris, enfin Marine Le Pen a pris 10 millions et demi de voix, ce qui est énorme, ce n'est pas un détail du tout. Mais ça a été vécu, et c'est vécu comme une grande défaite. Pourquoi ça a été vécu, c'est vécu comme une grande défaite? Parce qu'il y avait la première erreur du simplisme, c'est-à-dire les gens ont pensé que les systèmes étaient en déroute et qu'il aurait suffi d'avoir une espèce disons, de Jeanne d'Arc démocratique pour que les gens l'appellent plus ou moins à libérer la France, à libérer Orléans des Anglais, disons, Oui. pour tenir un... Pour rester sur Jeanne d'Arc. Alors, le problème, c'est que là-dessus, il y avait deux erreurs foncières. Le premier, c'est que le système n'est pas du tout en déroute et il n'est même pas en défensif. Le système est à l'attaque. Le fait que la société soit en crise, ce sont à la fois les effets de toute une politique mondiale, les effets de l'économie mondiale, mais c'est aussi en partie c'est induit parce que l'oligarchie a très intérêt que la société soit angoissée et dépossédée. Le fait que les grands partis soient en déroute, les socialistes, les républicains, comme c'était un petit peu le cas aussi aux États-Unis, encore un peu moins, comme ça a été déjà il y a longtemps le cas en Italie, etc., signifie pas que le système est en train de mourir, signifie au contraire que le système est en train de se renforcer en changeant la donne, oui. Oui, est-ce que justement, c'est une question que j'allais vous poser, Gabriel Adinolfi. En fait, est-ce que c'est pas une crise du système, mais plutôt une mutation du système, comme l'a été ce qui s'est passé justement en Italie il y a Ouais. maintenant près de 25 ans, où les grands partis piliers de on va dire de la République italienne après la Seconde Guerre mondiale, qui était la démocratie italienne, le Parti socialiste italien ou le Parti communiste italien, ont effectivement connu des crises, mais à partir de là, ont émergé de nouvelles forces politiques. Oui, c'est une mutation du système, en effet, mais ce n'est pas une mutation du système de caractère défensif. Ce ne l'est qu'un parti. Un grand parti, c'est une mutation du système à niveau actif. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période historique très particulière que je vois que pratiquement personne réfléchit, ou presque personne réfléchit à l'importance, à l'impact que sur notre vie quotidienne, sur notre pensée,
sur la vision sur le commerce, sur les frontières, sur la communication, ont eu et ont les satellites qui ont apporté dans notre société, dans nos sociétés, de changements encore plus forts que c'était qui était la révolution électrique. Alors, ces systèmes est en train de se refaire dans une logique qui est à la fois transversale, parce que les idéologies sont dépassées, mais ce n'est pas qu'elles sont dépassées en soi, les idéologies telles qu'on les représentent un chemin de passé. Et le système est oligarchique, enfin au moins est minoritaire, et le système va vers de grands espaces. Alors la grande question dans l'évolution de ces grands espaces, c'est va-t-on vraiment vers la mondialisation et vers le mondialisme, ou va-t-on par contre vers des continentalisations et aussi des relances du local dans une optique un peu plus pluraliste? Ça, c'est la grande question. Alors justement, est-ce que l'objet de cette grande question, de ces possibilités à la fois d'un gouvernement de type mondial, en tout cas d'une mondialisation, mais plutôt d'une globalisation complète, à la fois au niveau économique, mais politique ou même spirituel, ou d'un autre côté, l'avènement de plusieurs pôles qui peuvent à la fois s'entendre, mais aussi s'opposer. Est-ce que c'est un peu l'objet justement du meeting que vous allez tenir à Paris le 17 juin? En partie, mais bien sûr, en partie, l'objet du meeting, c'est aussi de faire voir en quelle mesure il y a des actions non seulement qu'on peut théoriser, mais qui sont déjà en acte, pour aller à la fois dans le sens de l'histoire en lui changeant les signes. C'est-à-dire pour aller livrer les combats plutôt que pleurnicher en disant il pleut, le gouvernement est coupable. Mais je reviens sur la question parce que la première erreur a été celle de penser que le système était en déroute et que la démocratie en soi électorale aurait pu permettre sa déroute, alors que tous les changements révolutionnaires démocratiques se sont faits de toute manière par la présence d'acquis de pouvoir à la fois physique, économique, culturel et social qui l'ont précédé, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Donc je pense que l'idée était un peu simpliste. Mais le problème sur l'Europe, c'est la même chose, parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est l'Union européenne? Pas l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Union européenne? L'Union européenne, c'est quelque chose qui est le fruit de plusieurs éléments. C'est-à-dire le fruit de certaines dynamiques, le fruit de certains vouloirs, et le fruit de certaines prises de position, de certains centres de pouvoir et de certaines cultures, lesquelles se confrontent entre elles. Et là, nous avons la vision simpliste à l'extrême droite, qui voit déjà l'Union européenne comme le fruit d'un complot, ce qui n'est qu'en partie vrai, comme toutes les choses dans la vie. Il y a toujours ce qu'on appelle le complot, mais ce n'est pas le complot, ça s'appelle la gestion minoritaire, la gestion derrière le coulisse. Mais pourquoi derrière le coulisse? Parce que la démocratie étant normalement une comédie, et les gens qui décident précèdent la comédie, donc c'est déjà ça. On la voit comme l'expression, comment dirais-je, des intérêts, par exemple, atlantico-américains, ce qui est faux, parce que et c'est vrai qu'aux années 40, les Américains étaient plus ou moins derrière là, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments de friction entre l'Union européenne et les Américains, en particulier entre les Allemands et les Américains, mais bon, c'est même pas ça le problème, parce qu'on reste dans des questions intrasystémiques. C'est aussi le fruit d'un ensemble de compromis dans lequel les mentalités de nos classes dirigeantes de tous les pays prennent forme dans des accords particuliers. Je prends un exemple. L'immigration. On dit Bruxelles favorise l'immigration. Bruxelles ne favorise pas l'immigration plus que le fait Paris ou que le fait Rome. Au contraire, même, Bruxelles essaie de réduire l'immigration induite par Rome. Et l'immigration précède largement l'Union européenne, et c'est le fruit de certaines, appelons-le souverainisme, comme le français, l'anglais, le belge, l'hollandais, qui étaient aussi liés au fruit de la décolonisation. Alors,
Bien sûr, on peut me dire, c'est pas de vrai souverainisme. Mais pourquoi ce ne sont pas de vrais souverainisme et l'autre, ce serait la vraie Europe? Et donc, on risque de s'attaquer à l'image, ce que les marxistes appellent l'enveloppe de la structure, alors qu'il faut toucher la structure, et non pas la structure de l'Union européenne, mais la structure générale de nos classes dirigeantes, de notre système économique. Oui, parce que justement sur cette question à la fois du souverainisme des États et la question de l'Union européenne, on pense notamment à des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui, elles, sont dans l'Union européenne, mais qui, en tant qu'État souverain, refusent d'appliquer les directives de l'Union européenne. Donc on voit bien que en fait, quand certaines choses nous sont imposées, ce n'est pas uniquement de la faute ou une espèce de grande puissance de Bruxelles sur les États, c'est que c'est effectivement les gouvernements nationaux, les gouvernements locaux qui décident d'appliquer ce type de politique. Et parfois, comme vous le rappelez, Gabriel Adinolfi, ils n'ont pas besoin de Bruxelles pour pouvoir appliquer de telles politiques. Si on prend par exemple l'exemple de la France et du regroupement familial qui a été décidé par Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing en 1975-1976. À l'époque, Bruxelles n'avait pas autant de pouvoir qu'on pourrait le croire maintenant. Oui. Et donc, on voit bien qu'effectivement, souvent, c'est la question c'est souvent les gouvernements qui appliquent de telles politiques. Et ce qui, effectivement, comme vous dites, il faut dépasser la pensée simpliste. Et c'est un peu l'objet donc, du meeting donc, que vous voulez faire le 17 juin. Ce qui veut dire qu'en réfutant la critique telle qu'elle a été exprimée, que je retiens simpliste, primitive et souvent incorrecte d'un point de vue technique, en réfutant cette dialectique europhobe simpliste, ce ne veut pas dire justement de renverser la vision et faire le contraire. Parce que nous avons toujours l'habitude, c'est un autre élément qui est souvent dans les milieux soi-disant antagonistes, c'est dès que quelqu'un est dans la comédie, un pays ou un personnage est considéré mauvais, alors il est bon pour autant. Alors il n'est ni bon ni mauvais, ce sont des jeux d'échecs, des jeux d'images, et c'est pareil, la même chose. Donc je veux dire, ce n'est pas parce que tout l'ensemble de la critique anti-européenne est faite sur des bases quand même trompeuses, que la critique de l'Union européenne en soi ne soit pas absolument juste. Mais il faut qu'elle soit beaucoup plus radicale et efficace. Oui, alors justement, cette question de radicalité et d'efficacité, Gabriel Adinolfi, c'est un peu l'objet donc, des différents intervenants qui seront présents à ce meeting le 17 juin. Je pense notamment à Gérard Doussouy pour les Français, à Georges Feltin-Tracol, mais bon, bien sûr, vous interviendrez, mais je crois qu'il y a aussi des Européens qui seront présents, je pense notamment à Eldel Lebel, à Mario Borghezio. Konstantinos Bovizatsos, et puis il y aura de interventions d'Allemagne et de l'Espagne. Oui. Et en plus, j'ai dû faire relativement un tri avec des gens qui peuvent parler français ou facilement traduisibles, parce que sinon, et puis nous n'avons pas le temps pour faire énormément de gens. Parce que il s'agit de relancer tout un projet, donner forme à un projet qui est déjà vivant depuis quelques années, au moins 2 ans actif un peu partout. Et entre autres, nous avons créé un réseau sur plusieurs domaines, entre le domaine de groupes d'influence au domaine de cadre politique, au domaine de formation, etc. Et par exemple, les sites que nous animons, qui s'appelle europethinktank.eu, Europe avec H, thinktank.eu, il est en 18 langues, donc je veux dire, on aurait pu faire venir des gens aussi d'autres pays. Oui, alors justement, ce qui est intéressant avec le projet Europe que vous mettez en avant à travers ce meeting, mais à travers ce site, c'est que, comme vous l'aurez pallié il y a quelques instants, et on terminera là-dessus, Gabriel Adinolfi, c'est qu'il faut être dans la réflexion, mais aussi la prospective, parce qu'effectivement, on a souvent l'impression, y compris de gens qui sont pour des partisans d'une nouvelle Europe, d'une autre Europe qui est certes restée au sein de l'Union européenne, mais pas cette Union européenne-là, ou alors créer une autre forme d'Union européenne. On était souvent dans la critique de ce qui se passe, à juste titre, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg ou d'autres lieux lieux de pouvoir, de rassemblement du pouvoir de cette Union européenne. Mais on était difficile, quand il n'y avait pas de réponse à cette Europe-là, ou alors on était dans une espèce de
de romantisme en disant voilà, nous allons créer cette grande Europe impériale. Oui, mais comment, pour faire quoi, quelles sont les urgences? Alors que là, on a l'impression que, en tout cas, les interventions qui seront à la lumière de ce qu'on peut voir des différentes, et on peut comprendre des différentes interventions et de ce que vous produisez déjà, c'est qu'on est déjà dans la question de dire voilà, qu'est-ce qui est possible de faire. Non seulement qu'est-ce qui est possible de faire, mais ce qu'on fait déjà. Oui. Et comment on peut multiplier la chose. Alors, c'est une question, justement, comment on s'y pose par rapport aux choses. On peut s'y poser de façon purement, comment dirais-je, pas passive, c'est pas le mot, mais purement presque d'espoir apocalyptique et de réactions épidermiques, ce qui ne mène nulle part. Ou alors, il faut aller dans le sens des choses. Je fais un exemple particulier. Nous sommes pratiquement... bientôt, c'est le 5e anniversaire de la révolution bolchevique. Ça arrive en pleine guerre mondiale. La guerre mondiale, ça a pris carrément, ça a surpris carrément, et ça a carrément créé des problèmes à toute la mouvance socialiste de l'époque, dans toute l'Europe, qui était une mouvance assez large, qui allait, enfin de tout. Donc on a vu, les derniers colloques, ça allait de Proudhon à Marx, c'était hyper large. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart des socialistes? Exactement ce qu'ils ont fait ce qui fait la réaction anti-européiste aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont refusé l'idée de la guerre, mais en essayant de lancer une espèce de pacifisme neutraliste. Ils se sont fait complètement bouffer. Des chefs socialistes ont fait deux choix différents et complètement opposés l'un entre l'autre. Lénine a dit il faut attaquer la guerre en la sabotant. Mussolini a dit il faut faire la guerre parce que la guerre, ça sera inutile pour créer révolutionnaire. Alors, les deux ont réussi la révolution. Ce qui veut dire que dans la logique de la relation vis-à-vis de l'Union européenne, on peut choisir, l'idée c'est de saboter l'Union européenne, ou l'idée c'est de révolutionner l'Union européenne. On peut choisir une logique à Lénine, on peut choisir une logique à Mussolini, mais cette logique intermédiaire, c'est-à-dire on sort de l'Europe, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'était mieux quand la saison était plus chaude, ça ne mène nulle part. Écoutez, merci Gabriel Adinolfi. Donc on rappelle la meeting que vous organisez, donc samedi 17 juin à partir de 14h. À Paris. Oui, Hôtel Lodge, rue Maryse-Bastier. Maryse-Bastier, donc dans le 13e arrondissement de Paris. Et donc on rappellera parmi les intervenants donc Gérard Dussuy, Georges Feltin-Tracol qui est un chroniqueur régulier de Radio Liberté, mais également Mario Borghezio ou Hilde Delobel. Et Konstantinos Boyatsos. Et moi-même.